Bonsoir. Après le coup de massue d'hier, le réveil a été difficile ce matin pour la Côte d'Ivoire. La disparition du Premier ministre a naturellement entraîné une vague de messages de soutien. Et tout au long de cette émission, vous aurez quelques réactions d'acteurs majeurs de la classe politique ivoirienne. Journaliste maintes fois primé, écrivain à succès, Venance Conan sera l'invité du Talk. Avec lui, nous commenterons l'actualité chaude de notre pays. Il sera également question des incidences politiques du décès du Premier ministre. Analyse pertinente, avis d'experts, décryptage, l'actualité telle que vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Et avant d'aborder les différents points de ce rendez-vous, nous l'avons appris, un deuil national de 8 jours a été décrété par le président de la République. Et cette période de deuil national s'étendra du 10 juillet au 17 juillet 2020 sur toute l'étendue du territoire national, évidemment. Et c'est en raison du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et pour commenter l'actualité, tous les sujets de notre rendez-vous de ce jour, je suis entouré de l'AS Team. Serge Kouachi, Rayana Assi, Edith Bourbleu et Sophia Aïda sont avec nous. Bonsoir. Bonsoir Brice. Bonsoir Brice. On se remet un tout petit peu. Progressivement. Progressivement, on l'a dit du coup de massue qu'on a tous reçu hier. Oui. Ouais, il va bien falloir, hein. De toute façon, je veux dire, ainsi va la vie. Oui. C'est vrai que ça fait mal, on accuse le coup, mais il faut bien se réveiller, il faut bien aller de l'avant, et je pense que c'est l'objectif de tout un chacun. La vie de la nation doit continuer, mais c'est certain qu'on aura, des hommages aussi pour le Premier ministre, comme c'est prévu. Absolument. Mais nous continuons. Déjà. Alors, l'essentiel de l'actualité d'ici d'ailleurs, c'est tout de suite dans le Live Actu. Avec vous, Edith, nous parlons de... comment je peux vous dire ça de façon très poétique, de l'ouverture des dépôts des candidatures pour la présidentielle 2020. Alors, qu'en est-il de ce chronogramme? Oui, les choses évoluent, les choses avancent. Les Ivoiriens qui désirent être candidats à l'élection présidentielle d'octobre prochain pourront, à partir du 16 juillet, collecter le parrainage. Et ensuite, sur la période du 1er août au 1er septembre, ils pourront déposer leur dossier de candidature. Selon la CEI, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut que les candidats recueillent au moins 1% de l'électorat local dans 50% des régions de la Côte d'Ivoire. Ce chronogramme électoral a été dévoilé hier, le mercredi 8 juillet, par le président de la CEI, M. Coulibaly Cuibert, au cours d'une rencontre entre les partis politiques, le PNUD et son institution. Il faut noter également que le président de la dite CEI a déclaré, et je cite, « Nous avons proposé aux partis politiques le délai de 45 jours pour le dépôt des dossiers de candidature au lieu d'un mois. Et ce délai de 45 jours va commencer à partir du 16 juillet prochain. » On parle de plus en plus de parrainage. Serge, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce terme-là? Alors ce terme-là, justement, pour emboîter le pas à Edith, entre dans la ligne en ce qui concerne le dépôt des candidatures, puisqu'il est assujetti, voire même conditionné dans ce dépôt de candidature-là. Le parrainage, en termes simples, c'est lorsque les populations donnent leur accord ou leur aval à la candidature de quelqu'un qui brigue naturellement la magistrature suprême. Alors, la Côte d'Ivoire connaît 31 régions et 2 districts. On ne demandera pas aux candidats de faire les 31 régions. Donc, il y a un calcul qui s'est fait au niveau de la CIE. C'est 31 régions... De la CEI, pardon. De la CEI. Voilà, c'est ça, oui, c'est très bien éclairé en plus. 31 régions plus 2 districts autonomes, ça fait 33, et 33 divisé par 2, ça fait 17. Et du coup, on demandera donc à ces candidats à l'élection présidentielle de visiter ces 17 régions-là pour avoir l'aval de tous ces électeurs qui sont inscrits sur la liste électorale de 2018 d'abord, parce que c'est cette liste-là qui sera mise à disposition des candidats et 2 semaines après, ils auront la liste finale de 2020. Donc en gros, les candidats devront récolter, comme Edith l'a dit, 1% de tout cet électorat des 17 régions et districts autonomes, ce qui leur permettrait de pouvoir, à la suite des 45 jours, déposer leur dossier de candidature. C'est une première en Côte d'Ivoire?
C'est une première, qui nous met au niveau des grandes nations développées, hein, je veux dire dans le jeu politique, dans la course à la présidentielle. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle intervient Quel est l'intérêt là maintenant? Pourquoi maintenant? Est-ce qu'on peut se poser cette question? Les Pourquoi maintenant? questions restent posées. D'accord. Donc je garde ma question, pourquoi maintenant? C'est ça? Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Serge et Edith de nous avoir apporté un tout petit peu d'éclairage pour utiliser une expression de la CIE. Toujours à propos de candidature, cette fois c'est dans le domaine du sport et celle de Didier Drogba qui semble être un tout petit peu en ballottage. Raina, on en parle avec vous. Effectivement, pour remettre dans le contexte, les élections à la présidence de la FIFA se tiendront le 5 septembre prochain et 3 candidats sont en liste. Nous avons Sori Diabaté qui est l'actuel président de la Ligue professionnelle de football, Didier Drogba qui est notre ancien capitaine des éléphants et puis Idriss Diallo qui est lui-même un ancien membre de la FIFA. Ces candidats doivent obtenir le parrainage d'un des 5 groupements d'intérêt reconnus par la FIFA pour avoir la validation de leur candidature. Parmi ces 5 groupements d'intérêt, je vais vous citer ceux qui sont reconnus. On a l'association des anciens joueurs, l'association des footballeurs ivoiriens, celle des entraîneurs, celle des arbitres et celle des médecins. Mais ce qui se passe, c'est qu'après que l'association des anciens joueurs et celle des arbitres aient accordé leur suffrage à Sori Diabaté, hier, mercredi dernier, c'était Drogba qui a vu les entraîneurs lui tourner le dos en faveur d'Idriss Diallo. Voilà, donc il ne lui reste plus que 2 espoirs. À 2 mois du scrutin, il peine à trouver un parrainage et on reste dans le suspense de se demander qui des médecins ou de l'association des footballeurs ivoiriens. De façon très concrète, ça veut dire qu'aujourd'hui, si les 2 entités qu'on a citées n'accordent pas leur faveur, leur suffrage à Didier Drogba, il ne pourra pas briguer la présidence. Il pourra pas. Exactement. Et si par exemple, un cas de figure, et si un seul des 2, par exemple, lui accorde, il aura sa chance. Il pourra avoir sa chance. Exactement. Okay. On va dire que les chances amenuisent. Hein. Et il a un gros travail de lobbying à mener auprès de ces deux associations. Est-ce qu'il a encore le temps de mener ce travail-là? Est-ce que c'est maintenant encore qu'il doit faire ce travail-là? Au regard de tous ceux qui lui ont tourné le dos aujourd'hui, on se dit il n'en reste que 2. Mais est-ce que le fait qu'il ait récemment ouvert un hôpital ne va pas peut-être lui donner des points? Ça pourrait se jouer dans l'association des médecins, mais on ne sait toujours pas, ça reste de la spéculation. Hein. Oui, mais le problème, c'est qu'il s'attaque aussi à l'ancienneté des candidats des autres. Donc, ça aurait été un travail qui avait été fait peut-être depuis quelques années. Ça aurait été beaucoup plus facile. Mais rien n'est encore joué, tout est possible. Hein, là, on parle de médecins sportifs. Oui. Des médecins sportifs qui sont affiliés au club. Et on connaît la position plus ou moins des patrons de club. Enfin, wait and see. André parlait hier de Radio 13 juillet. Non, on dira Radio Tchéntché. Elle nous a dit, les anciens footballeurs, il y en avait à l'intérieur déjà qui grinçaient des dents, qui reprochaient un certain nombre de choses, à tort ou à raison. Mais en tout cas, vous l'avez dit, il y a un gros travail de lobbying. En général, j'aime pas le mot gros. Donc un grand travail de lobbying. Vous comprenez pourquoi je l'aime pas beaucoup. Un grand travail de lobbying qui sera fait donc pour essayer... S'il a du temps. En tout cas, s'il a le temps de convaincre. À 2 mois du scrutin, ce ne sera pas évident, mais... C'est assez parallèle aussi aux élections présidentielles, le parrainage, la durée, le délai. Et toujours dans le Live Actu avec Sophie Aïda, on parle du retrait, en tout cas du processus de retrait des États-Unis de l'OMS. C'est ça. Il y avait déjà de l'eau dans le gaz quand même. Oui, donc depuis mai dernier, Donald Trump avait déjà fait connaître ses intentions. Mais donc lundi dernier, il a officiellement proposé de retirer donc, les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé parce qu'il dit, je cite, vous allez dire en anglais? l'OMS. Non. Il accuse en fait l'OMS, je cite, d'être un pantin de la Chine et de ne pas avoir, ou d'avoir tardé à réagir face à la pandémie de la Covid-19. Donc malgré les appels de l'Union européenne et de toutes les autres organisations, il a déclaré qu'il se retirerait de cette agence des Nations Unies et qu'il réorienterait les fonds ailleurs. Alors il a notifié donc l'ONU lundi, le processus prendra à peu près 1 an, donc il sera effectif le 6 juillet 2021. Et puis Joe Biden, qui est candidat donc démocrate et qui va le défier à la présidentielle de novembre 2020 aux États-Unis, a tweeté le
premier jour de ma présidence, je rejoindrai l'OMS et rétablirai notre leadership sur la scène mondiale. D'accord. Est-ce que je reviendrai à la question, hein, est-ce que c'est pas une stratégie politique pour dire ce que lui fait pas, moi je le ferai. Donc si vous me suivez. Totalement, surtout que bon, Joe Biden, c'est on va dire le moins pire des et c'est un démocrate. Voilà. Et c'est un démocrate. Donc il faut bien qu'il puisse... Ça doit exister en anglais, ça, le moins pire. Mais je ne sais pas si en français. Des raisons évoquées par Donald Trump. Ouais. C'est vrai qu'il a une position tranchée, on le connaît assez bien finalement. Mais peut-être qu'il faudra aussi ajouter la crédibilité finalement de l'OMS depuis le début de la pandémie, avec le problème au niveau du rapport Lancet sur l'étude menée sur l'hydroxychloroquine, où elle s'est dédiée, elle a affirmé et ensuite elle s'est dédiée, et sur d'autres points également. Donc finalement sa crédibilité est mise en cause. Aujourd'hui, ils ont tweeté justement qu'ils ont reconnu que des preuves avaient émergé sur la transmission par l'air du Covid-19, parce qu'ils l'ont nié pendant longtemps. Donc après qu'un groupe de 239 scientifiques internationaux ait sonné l'alarme. Donc, en même temps, Madagascar aussi, il y a eu confinement, reconfinement, déconfinement, confinement. Donc du coup, l'OMS a dit, je vous avais prévenu, vous en avez fait un peu qu'à votre tête et aujourd'hui... Il y a beaucoup de contradictions. Absolument, en tout cas, assez critiqué ces derniers temps, l'OMS, ça faut le reconnaître. Serge, justement, quelles peuvent être, rapidement, hein, s'il vous plaît, quelles peuvent être, je ne vous mets pas la pression. Hein, non, mais je n'ai pas senti du tout. Vous n'avez pas senti la pression, oui. Quelles peuvent être les conséquences justement du retrait des États-Unis de cette organisation? Déjà, il faut rappeler rapidement que depuis 2017, les positions de Trump sont très bien connues, hein, sur les agences onusiennes, et pas que d'ailleurs, puisque même l'UNESCO et également les États-Unis se sont retirés. Les financements aussi se sont arrêtés sur pas mal d'agences onusiennes. Et là, il faut réaliser qu'au niveau de l'OMS, c'est quand même 15% d'apport financier de tous les pays au niveau de l'OMS qui sont en train de partir avec les États-Unis. Mais s'il se plaint que l'OMS est le pantin de la Chine, moi je me dis une chose, c'est que se retirer de toutes ces agences-là, ça ne peut que créer quelque chose, c'est un vide, et on sait très bien que la nature est horreur du vide, donc ça peut lui exploser au visage. Celui qu'on connaît qui s'appelle Donald Trump, qui peut dire « je me retire le lundi », enfin finalement je ne me retire plus le mardi, et je reviens le mercredi. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'attendre à un volte-face avant... C'est un jeu de patates chaudes qui se lance entre démocrates et républicains aux États-Unis, depuis Bush d'ailleurs. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec Serge. D'accord. Il est indécis, hein, on le connaît. Hein. Ouais. Bon. Comme on dit à ici, tout. on vous chargera, Sophie, de suivre de très près le dossier. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. En tout cas, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur cette question de retrait des États-Unis. Et puis, nous allons ici refermer les portes de notre Life Actu pour les rouvrir demain. Mais pour l'instant, on s'arrête un tout petit peu après une courte pause. Pour notre micro-trottoir, comment les Ivoiriens ont accueilli la nouvelle de la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly? Nous sommes allés à leur rencontre et c'est dans notre micro-trottoir. J'ai appris la mort d'un grand homme, un Premier ministre qui est ouvert à tout le monde. Sincèrement, ça fait mal à tout le monde. Même si ce n'est pas ton frère, nous tous, hier nuit, on a pleuré. Où nous sommes arrivés, là, on ne parle plus de tel parti, tel parti, tel parti. Parce que c'est un Ivoirien. Il a pris un bon chemin. Il est en train d'avancer le pays et puis la mort est venue le prendre. Vraiment, ça fait mal à tout le monde. Vraiment, ça nous a beaucoup marqué. Ça nous a marqué vraiment jusqu'à cette heure-là. Mais moi-même, je suis malade même. On ne s'attendait pas à ça. Nous étions prêts pour sa campagne. Tout ce que Dieu fait est bon. On donne tout à Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est vraiment un choc. C'est un grand homme qui vient de partir. Donc, je transmettrai mes sincères condoléances à sa famille. Parce qu'avec sa maladie, ça n'a pas été tout facile pour eux sur le plan moral. Là, on perd un grand homme politique. On espère qu'au niveau de la tête du RHDP, les gens vont s'entendre pour pouvoir présenter quelqu'un qui pourra peut-être se présenter et que toutes les élections se passent bien, quoi. Vous savez, même si je ne suis pas du même bord politique que lui, la nouvelle est triste parce que c'est un humain. Et puis, c'est quelqu'un qui est mort à la tâche pour le pays. Donc, vraiment, c'était avec regret que j'ai reçu l'information. Pendant que j'y pense, j'ai mal parce que je me dis que est-ce que le fait de n'avoir pas préparé quelqu'un d'autre après le Premier ministre Gon Coulibaly, est-ce que ça ne va pas brouiller un peu les élections à venir? Ça nous fait mal
Sakode Amadou Bonkouroubala, je suis venu à Cocody ici pour venir demander le coin de funérailles là, pour aller saluer sa femme. C'est nous tous. Moi-même, l'année passée, je suis pas dans l'Amérique. Nous tous, agents de poste, manger et retour, il a pris tout le stage de... Retour sur le plateau du Live Talk, on l'a suivi dans ce micro-trottoir. Je pense qu'il y a deux éléments qu'on remarque. Il y a de la tristesse et puis il y a une forme, je ne dirais pas d'union sacrée, donc des Ivoiriens, de solidarité, d'élan de solidarité. L'avant-dernier intervenant l'a souligné, même si je n'étais pas du même bord politique que lui, c'est un humain. Et au-delà de tout, c'était un homme d'État qui représentait le gouvernement, le pays surtout. C'est un être humain et la compassion est de mise dans ce genre de situation. Au-delà de toutes nos différences, de toutes nos dissensions. Et on l'a remarqué sur les réseaux sociaux, les différents messages de condoléances qui ont été postés par les différents citoyens, les jeunes, les moins jeunes, des différents pays, de la diaspora, les chefs d'État. C'était un être humain. Même au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, on a senti en fait que il y a vraiment un élan de solidarité avec le peuple ivoirien. Et puis surtout, je pense que c'est un homme qui il est parti à la tâche, il est parti il a tout donné jusqu'à la fin. Et je pense que ça, Ce qui confère donc, je pense qu'il y a un caractère tragique à cette disparition-là. C'est le fait que jusqu'à la dernière minute, l'homme était à la tâche et ses collaborateurs à ses côtés. Je pense que ça participait à renforcer, je pense, cet élan de solidarité-là autour de cette situation. Oui, bien sûr. Surtout que, vous savez, face au décès, donc face à la mort, tout homme, finalement, apprend beaucoup. On apprend de belles leçons de vie, notamment d'humilité. On se rend bien compte que tout ce que nous sommes en train de faire sur cette terre, à la fin, in fine, c'est peut-être un jeu, d'ailleurs ça s'appelle le jeu politique, donc quels que soient les bords politiques des uns et des autres, on finira tous par emprunter ce chemin-là et ça nous ramène à cette réalité, donc ça nous unit, donc autour de, malheureusement, il faut ce genre de décès pour pouvoir nous ramener à cette... À propos de réactions d'Ivoiriens, je lisais celle de Guillaume Soro, qui disait qu'aujourd'hui, le combat politique, le jeu politique n'a plus droit de citer. En tout cas, pour cela, il faut donc se recueillir et puis, évidemment, tout ce que vous évoquiez à l'instant. Et c'est ce type d'union, c'est ce type de rassemblement autour d'une situation commune qui renforce aussi cet esprit de nation qu'on recherche depuis de nombreuses années. Et c'est ce qui nous unit, en fait. C'est parfaitement ce qui est illustré dans la vidéo qu'on a pu voir. Ce sont des Ivoiriens qui pleurent un Ivoirien. Okay. Ça doit perdurer, ça doit aller même au-delà de la tristesse. On doit, même dans des moments de joie, arriver à réaliser toutes ces valeurs-là et à s'unir. La nation. Se poser des questions sur ce qui est l'essentiel pour notre vie. Pour notre petit débat, nous allons faire un profilage des éventuels remplaçants. En tout cas, on a pensé on a imaginé sur la base d'une shortlist d'éventuels remplaçants du Premier ministre Amadou Gon en tant que candidat du RHDP. Nous essaierons un tout petit peu d'aborder les forces, les points forts et ceux qui le sont un peu moins des différents candidats de notre shortlist. On l'a imaginé que dans notre tête, donc voilà, je tiens à le dire. Et si vous voulez bien, messieurs, mesdames, sur ce plateau, nous allons commencer par Ahmed Bakayoko. Oui, alors Brice, monsieur Ahmed Bakayoko, c'est un cacique du pouvoir RDR. C'est un fils, il est considéré comme un fils d'Alassane Ouattara. Il est jeune, il a une grosse expérience de la chose étatique. Donc voilà, il a quelque chose. Il est communicant. C'est aussi un fidèle du président Ouattara. Exactement. Il est communicant, il a l'art et la manière de toucher la jeunesse. Et je pense que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui parce qu'on sait que les jeunes se plaignent et puis disent que les candidats ne vont pas assez vers... Il sait communiquer en tout cas auprès des jeunes avec ses actions sociales qu'il mène. Je crois qu'il y a un mot qui est important et qui va revenir sous peut-être plusieurs formes.
concernant le ministre Ahmed Bakayoko, c'est jeunesse. Surtout jeunesse, c'est Son clair. contact avec la jeunesse. On l'a même vu dernièrement avec le jeune homme qui a sauvé des dames dans un véhicule qui était dans les inondations. Il n'a pas hésité à le recevoir. Il a fait d'autres personnes également. Il est assez prompt. Peut-être que ça pourra jouer. Mais il est peut-être jeune, mais il a quand même un parcours ministériel imposant depuis 2003. Il a occupé plusieurs fonctions. Donc il a été quand même ministre des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Il a été ministre de l'Intérieur. Il a été ministre de la Sécurité. Il est ministre d'État et ministre aujourd'hui de la Défense. Et bon, on peut observer quand même qu'à chaque fois qu'il a pris fonction dans un ministère, il a quand même réglé pas mal de problèmes. Donc, Et puis Premier ministre par intérim. Bon, mais pour revenir au mot jeunesse qui caractérise un peu le portrait de cet homme d'État, effectivement, c'est l'un des politiques, on ne va pas le dire, les plus adulés par la jeunesse. D'ailleurs, ça lui a même valu le titre de Golden Boy. C'est comme ça que les jeunes l'appellent. C'est quelqu'un qui est véritablement adulé, comme je le dis. Mais en politique, ça peut être... ça a son revers. C'est un couteau à double tranchant parce que justement, on lui attribue tous les travers en fait, de la jeunesse. Mais au final... C'est un peu fort quand même, les travers. Écoutez, j'ai pas envie de citer ce proverbe-là parce que bon, il y a des mots qui sont pas très polis, mais on sait très bien que quand on est jeune, on n'est pas très responsable à un niveau. Voilà, oui, je pense responsable, mais peut-être un peu fêtard. On peut peut-être vous reprocher d'être fêtard, mais est-ce qu'on peut dire que vous n'êtes pas forcément responsable? Non, mais la jeunesse, aimer la fête. Là, je parle pas du ministre. Non, mais je sais que la connotation, de la jeunesse. D'accord. Justement, donc on peut très facilement vous assimiler à tout ce qui est dérive, voilà, ce genre de choses. Par contre, in fine, aujourd'hui, on parle de nouveaux majeurs. Oui, bien sûr. Si on va aux élections et qu'on a un politique, d'autant plus que dans cet environnement-là, les jeunes ont envie d'avoir quelqu'un de jeune, de voir quelqu'un de jeune se présenter. Si on part aux élections aujourd'hui avec un candidat pareil, il partirait justement avec ce mot jeunesse, avec une bonne longueur d'avance. Est-ce que d'ailleurs il s'en est pas un peu rendu compte? Parce que je crois qu'on le voit de moins en moins avec la scène culturelle. La scène culturelle, beaucoup moins de Dombolo. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'il s'est retiré de cette scène. Tu parlais de nouveaux majeurs. Le souci, c'est simplement qu'il n'y a pas eu tant d'engouement autour des nouveaux majeurs qui se sont inscrits. Donc, est-ce que ça ne va pas être un challenge? Bon, alors, la liste définitive n'est pas sortie. Elle est en traitement pour l'instant au niveau de la CEI. Et je dis bien la CEI cette fois-ci. Voilà. Et on attendra qu'elle sorte pour se prononcer sur les nouveaux majeurs. Mais je pense que dans l'ensemble, et on a eu à lui discuter sur ce plateau, les Ivoiriens ont envie d'avoir de nouvelles têtes, j'ai envie de dire, du frais, du sang frais et du neuf en ce qui concerne les candidats à la présidentielle. D'autant plus qu'il a fait ses preuves avec toutes les charges administratives qu'il a pu avoir. Même la mairie d'Abobo également qu'il gère actuellement. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses des infrastructures qui ont été mises en place, des choses qui se sont améliorées. Citons notamment le musée qui a été mis en place dernièrement, des arts modernes. C'est des choses qui sont assez... Il a vraiment peser en sa faveur. Prétendre à cette candidature. Mais est-ce qu'au sein de son parti, il rencontre cet assentiment? Est-ce qu'il y a cet engouement? C'est véritablement un fidèle. Voilà. En tout cas, c'est un fidèle, comme Brice l'a dit, du président Alassane Ouattara. Donc, si on doit choisir le candidat aujourd'hui... Ça viendrait plutôt du président de la République. Mais bien sûr, aujourd'hui, le président de la République est le leader aussi un peu de ce parti-là et c'est son mot d'ordre qui sera suivi. Et si on doit choisir aujourd'hui un candidat en qui on a confiance, je pense qu'il fait partie de ces personnes-là. Et puis, il fait des sacrés compagnons, on va se le dire. Bon, on va poursuivre. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais il y a d'autres candidats. Albert Mabry Touakeus. Oui, c'est aussi quelqu'un qui a la crédibilité pour prétendre à cette candidature. Notamment, il a été membre fondateur du RHDP, ce n'est pas rien. Il est quand même deuxième vice-président du parti. Et donc, il est vraiment très ancré dans ce parti. Il est aussi habitué aux joutes électorales parce qu'il a quand même occupé la 4e place au scrutin de 2010. Il a une longue expérience dans la gestion des affaires publiques au regard de son parcours. Il a été ministre d'État, ministre de la Santé et de la Population, ministre de l'Intégration africaine de la coopération, ministre des Transports, ministre du Plan et du Développement, ministre d'État, ministre du Plan et j'en passe. Donc il est vraiment très intégré, il connaît cet environnement et voilà. Il fait aussi partie de la nouvelle génération. Rapidement. Parce qu'il a voulu, il a décidé de partir en disgrâce. Voilà, de partir de voler de ses propres ailes, on va dire ça. Il a été désavoué aussi par certains cadres de son parti. Il a fait le choix
de se retirer en fait du RHDP, mais la place est toujours ouverte, comme ses collègues l'ont dit lors de la convention. Il peut toujours venir reprendre sa place. Oui, mais bien qu'il reprenne en tant sa que place, deuxième vice-président. Bien qu'il reprenne sa place, ça ne garantit pas forcément qu'il va la pouvoir, faille se trouvera effectivement dans les relations en ce moment très conflictuelles avec le RHDP. Il y aura sûrement le problème de la confiance qui se posera. Exactement. Elle a été exactement. brisée. Bon, hier, on parlait d'un profil, ou avant-hier, on parlait d'un profil de femme. Je vous avance un nom, Mariatou Koné. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On parle de plus de femmes, en tout cas dans l'environnement politique et surtout lors des élections présidentielles. Ce serait un choix de rupture peut-être pour le parti, parce qu'on ne voit pas, en tout cas, beaucoup de femmes au sein du RHDP en termes de visibilité sur ce point, mais ce serait un choix intéressant parce que elle a un excellent background académique. C'est une intellectuelle reconnue et respectée, une sociologue et anthropologue. C'est la première femme ivoirienne professeure titulaire d'anthropologie, c'est très important. Elle a une expérience de la gestion des affaires publiques. Elle est ministre depuis 2016. Elle a occupé la fonction d'abord de ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Ensuite, ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité jusqu'en 2018. Et maintenant, elle occupe le poste de ministre ivoirienne de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. En plus, elle est maire de Boundiali depuis octobre 2018. C'est vrai qu'elle est diplomate, elle est reconnue pour être très diplomate. Elle a beaucoup d'empathie. On l'a même vu lors des remises, des distributions de fonds pour les familles qui avaient des difficultés au niveau de la Covid-19. Elle a même pris son téléphone pour les appeler, échanger avec elles. Elle est très empathique, elle est vraiment, vraiment diplomate. Donc, je pense que ça pourrait être un profil intéressant. Bon, oui, mais... Par contre, sa fermeté, excuse-moi, sa fermeté peut-être peut la desservir, parce qu'il est dit dans certains milieux que c'est quand même une dame de fer. C'est un avantage. Peut-être pour diriger, après, mais on a dit que le profil a un peu évolué. Après, les gens disent que le profil a un peu évolué. Passé de très douce, très lisse, et de plus en plus... Parce qu'elle se construit une carrière politique. D'accord. Moi, je crains un peu au niveau de la popularité, parce qu'on est à 4 mois du scrutin, il y aura un gros travail de communication à faire, parce qu'elle n'est pas très populaire, elle est très discrète. Elle n'est pas très populaire. Je vais terminer, mais vraiment c'est très rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à dire, à développer. Je sais que je voudrais laisser plus de temps, on allait approfondir les points forts ou les points faibles des uns et des autres. Et puis je me suis dit, et pourquoi pas Adou lui-même? Le président de la République. C'est une bonne question, parce que lui-même il considère encore qu'il pourrait être candidat, même si tout le monde n'est pas d'accord. La loi fondamentale adoptée en 2016 limitait à 2 les mandats présidentiels. Après, les interprétations sont très partagées. Il y a ceux qui ne prennent pas en compte son premier mandat et qui estiment que la loi de 2016 remet les compteurs à zéro et qu'il aurait le droit par conséquent de briguer un 3e mandat. Mais il y a ceux qui demeurent dans l'esprit profond de la loi et qui estiment que le but de celle-ci est d'éviter tout abus. Donc ceux-ci pensent que de cette manière, sa candidature pour 2020 serait très malvenue. Bon, vous mais il y a une chose, je veux dire, aujourd'hui nous sommes sous le coup de la Constitution de la Troisième République, et ce qui est écrit noir sur blanc. Je pense que le président aurait le droit de se présenter selon ses écrits. Ça Pour l'heure, on un peu en dit contradiction. place au recueillement, et après on décidera. Bonjour Monsieur Mélenchon. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié d'être avec nous sur ce plateau. En ces moments difficiles, on sait que vous êtes en charge d'un bon nombre de dossiers. Donc vous avez tenu à être avec nous, ça nous fait énormément plaisir. Alors tout de suite, j'ai envie de dire, comment vous avez accueilli, je pense comme l'ensemble des Ivoiriens, la nouvelle de la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly? Ça a été un choc. Je dirais même un coup de massue sur la tête. Je reçois un coup de fil, quelqu'un qui me dit « Tiens-toi bien, tu es où ?» Je dis « Je suis au bureau. » Il dit « Tu es assis ?» Je dis « Oui. » Il dit ben, « Voici la nouvelle, elle est très, très mauvaise. » Je pensais à un membre de ma famille. Et puis il me dit le nom, il dit le Premier ministre. Et voilà. Donc c'est un choc. Et je ne sais pas si je suis encore remis. Je voudrais m'incliner devant sa mémoire et présenter mes condoléances à sa famille, à tous ceux qui l'ont connu et qui l'ont admiré comme moi. Quelle était l'ambiance en fraternité matin? Mais on était tous le choc. D'abord, les gens ne croyaient pas. Quand j'ai appelé mes collaborateurs, ils ne croyaient pas. Donc chacun voulait vérifier. Et tout le monde appelait tout le monde. Et on était tous choqués, on était tous hébétés. Mais il a fallu se rendre à l'évidence et bon, voilà, c'était ça.
D'accord. Tout à l'heure, la question des autres journalistes et chroniqueurs sur le plateau. Vous rappelez que le décès de M. Amadou Gon, Premier ministre, donc, a affecté toute la classe politique ivoirienne. Vous parliez tout à l'heure de choc. On va suivre la réaction de M. Ahmed Zarou. Il est président du mouvement Agir pour la Côte d'Ivoire, candidat à la future présidentielle. Cela a été un grand choc. La nouvelle de la brutale disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous avons pensé qu'il était totalement rétabli et qu'il allait se remettre au travail. Donc c'est avec beaucoup de surprise, beaucoup de stupeur que nous avons appris cette nouvelle dans ce contexte où la pandémie de la Covid-19 constitue déjà une grande préoccupation pour les Ivoiriens. Et je voudrais assurer le gouvernement de notre disponibilité au niveau du Front populaire ivoirien à prendre toute notre part dans ce deuil et à participer à l'hommage national que certainement le gouvernement organisera le moment venu pour rendre hommage, pour célébrer la mémoire de ce haut fonctionnaire de l'État, de ce cadre de grande valeur qui a été de tous les combats du président Alassane Ouattara, qui lui est resté fidèle jusqu'à sa mort et qui donc a mérité véritablement de la nation. Vous savez, en Côte d'Ivoire, nous nous connaissons, nous nous côtoyons depuis de longues dates, mais particulièrement en 2001, lorsque j'ai été nommé à la primature, et dans le cadre de toutes les négociations avec l'opposition, j'ai pu donc le rencontrer et pour négocier la participation du RDR au processus électoral, puisque le RDR avait boycotté les élections législatives. Il fallait tout faire pour qu'il rentre dans le jeu politique, qu'il participe aux élections municipales. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons eu de nombreuses rencontres. Et puis il était membre de la délégation du RDR. Mais avant cela, nous étions ensemble dans le Front républicain en 1998. Et donc là aussi, nous avons travaillé ensemble, mais c'était les débuts. Donc cela, on peut dire que cela fait près de 20 ans qu'on se côtoie dans le milieu politique en Côte d'Ivoire. Vous l'avez compris, hein, il s'agissait cette fois, en tout cas, de la réaction de M. Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI. Nous allons revenir cette fois sur la réaction du président du mouvement Agir pour la Côte d'Ivoire, M. Zarou. Je voudrais présenter mes sincères condoléances à la famille biologique de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à sa famille politique et à toute la Côte d'Ivoire entière. Feu Amadou Gon était le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Et donc c'est un homme attristé et affligé que vous rencontrez cet après-midi. Le souvenir que j'ai du jour où il m'a reçu en tant que secrétaire général de la présidence de la République. Nous étions en 2011, juste après la crise post-électorale. Et il m'a demandé comment j'allais et qu'est-ce que je comptais faire pour mon pays. Je lui ai dit, Monsieur le secrétaire général, malheureusement, j'ai été sorti de mes responsabilités de directeur général d'une entreprise à l'époque que je dirigeais, avec des capitaux ivoiriens, que je tairais. Et il m'a dit, c'est pas normal, au regard de ce que tu as donné, au regard de ce que tu peux apporter. Je vais te rétablir dans tes fonctions. Et je lui ai dit, Monsieur le secrétaire général de la présidence, c'est avec beaucoup d'honneur que je reçois cette proposition de votre part. Mais comprenez que j'ai décidé de ne plus m'engager dans ce secteur-là. Mais je voudrais vous remercier pour la spontanéité avec laquelle vous avez décidé
de m'aider. Parce que ce qu'il a dit, tu es un père de famille, tu as des enfants. Comment, sans travail, tu peux t'occuper de cette famille-là? Et ça montrait la dimension humaine de l'homme. Et je retiens de lui quelqu'un qui était toujours prêt à aider son semblable. La réaction des membres de la classe politique ivoirienne, celle à l'instant de M. Ahmed Kofi Zarour, j'ai envie de dire, qui emboîte un peu le pas à celle de Pascal Affi-N'Guessan qu'on a suivi. On est effectivement dans cet élan de solidarité, dans cet élan d'hommage à l'endroit de cet homme, de cet infatigable, un travailleur dont on parlait hier, qui malheureusement a tiré sa révérence. Serge, vous avez une question? Ça m'amène à poser une question à M. Venance Conan. De votre plume d'écrivain, comment vous dépeindriez aujourd'hui l'homme qui était Amadou Gon Coulibaly et le Premier ministre également qu'il était? Je crois que... D'abord, je voudrais faire remarquer que pour une fois dans ce pays, il y a unanimité. Ouais. Dans les hommages, dans les témoignages sur le Premier ministre, feu le Premier ministre, il y a pour une fois. Espérons qu'il y aura d'autres occasions moins tristes où nous serons ensemble, tous les Ivoiriens. Si je dois décrire le Premier ministre, je parlerai de fidélité et travailleur. Je crois que c'est les deux qualificatifs qui le caractérisent le mieux. Fidélité à un homme qui s'appelle Alassane Ouattara et grand travailleur. Ça, tout le monde est unanime là-dessus. C'était un gros bosseur. Il a beaucoup d'autres qualités, hein, mais si je dois retenir deux, c'est cette fidélité et cet acharnement au travail. Est-ce que vous avez connu l'homme personnellement? Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez été très attristé par cette nouvelle. Un peu, oui. Et l'homme, à travers ses qualités, donc fidélité et travailleur, c'était pour le Premier ministre, mais qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Sa simplicité. Ces derniers temps, je le voyais assez régulièrement. Et la dernière fois que je l'ai vu, je crois que c'était à l'aéroport. Il m'avait envoyé en mission, il m'avait confié une mission. Et quand je revenais, à ma grande surprise, il était à l'aéroport. Il attendait quelqu'un, ce n'était pas moi qui l'attendais. Et puis j'étais surpris de le voir là, j'étais le saluer. Il m'a dit ça va, ça s'est bien passé. J'ai dit oui, il dit bon, on se verra. Mais c'est après qu'il y a eu la crise du coronavirus et puis tout le reste. On n'a plus eu le temps de se voir, malheureusement. On disait, Luc, c'est un homme également très travaillé, mais très strict. Très réglé, très strict, mais très simple. Ouais. Dans l'intimité, c'était très rigolo. Et voilà, c'était la simplicité. Dehors, il avait peut-être donné l'impression d'être un homme un peu rigide, mais la réalité, quand vous êtes à deux, ou dans l'intimité, il aime bien raconter des blagues. Et... Non, c'est un monsieur vraiment adorable. Vous disiez travailleur, très travailleur, trop travailleur peut-être même. Trop, bon, oui, en tout cas c'était un grand travailleur. Trop, je ne peux pas le dire, mais bon, ce qu'on voyait de lui, hein, c'était ça. Un homme de dossier qui maîtrisait ses dossiers. Et voilà, c'est ce qu'on admirait tous en lui. Maintenant, s'il a été trop travailleur, bon ça, aujourd'hui tout le monde peut dire qu'on ne sait pas. Monsieur Conan, donc, feu Amadou Gon Coulibaly était candidat désigné pour la présidentielle 2020. Aujourd'hui, il ne pourra plus briguer la magistrature suprême. À votre avis, que va faire le RHDP? C'est le gros point d'interrogation. Je crois que depuis hier, tout le monde se pose la question et il y a des gens qui ont dû passer une nuit blanche. Rien que pour ça. C'est la grosse interrogation. Hein. De toute façon, on n'a pas d'autre choix que d'avoir un autre candidat. Bon, qui sera ce candidat? C'est ce qu'on ne sait pas. Et à votre avis? Oula. Il y a beaucoup de candidats, il y a beaucoup de noms qui circulent. Ben, le premier nom, c'est celui du président de la République. Oui. Il a dit lui-même qu'il ne voulait plus se présenter. Mais compte tenu de la donne actuelle, rappelez-vous ce qu'il avait dit à Katiola. Il avait dit que si ces concurrents traditionnels que sont M. Bédier et M. Gbagbo se présentaient, il n'excluait pas de revenir dans la course. M. Bédier, apparemment, est candidat. Est-ce que le président Ouattara va revenir sur sa parole? Je ne sais pas. Compte tenu du fait que celui qu'il avait choisi comme poulet n'est plus, est-ce que ça va le pousser à revenir? Je ne sais pas. Mais en dehors de lui-même, il y a d'autres. Le RHDP a beaucoup d'autres chevaux, si je peux dire. Vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a des noms qui reviennent. Quel est le chemin que vous aimeriez voir, vous, en tant qu'analyste politique, depuis bon nombre d'années? Qu'on choisisse le meilleur
candidat. Voilà. Vous avez voté en touche. Vous avez voté en touche. Vous avez voté en touche. Alors, on reste toujours dans cet élan de candidature. Après 2 reports de la date butoir, la CEI a clos la révision de la liste électorale le 5 juillet 2020. Comment est-ce que vous jugez le déroulement de cette opération? Moi, j'étais plusieurs fois sur le terrain. Je crois qu'on a eu plus qu'on ne l'attendait. Je crois qu'ils ont eu plus d'1 million de nouveaux inscrits, ce qu'on n'avait pas vu auparavant. Donc, je pense qu'il y a un engouement. Je pense que les différents partis ont compris l'enjeu et ils ont mobilisé leurs partisans pour qu'ils aillent s'inscrire. Parce que, bon, je dirais que c'est le dernier combat pour beaucoup, hein, donc chacun veut le gagner. Mais parlons d'objectif, l'objectif était d'attendre au moins 3 millions de nouveaux majeurs. Bon, ils ont eu 1 million, c'est déjà pas mal. En tout cas, ils ne sont pas fâchés. Donc, ils sont contents du résultat. Ils auraient pu faire mieux, sans doute, mais bon. Il y a eu des difficultés sur le terrain au niveau des tribunaux. Il y a eu beaucoup de dossiers qui ont traîné. J'avais suivi ça un peu, en tout cas dans ma région à la base. Et d'après ce que j'ai entendu, ça a été la même chose un peu partout. Il y a eu l'opérateur qui a eu beaucoup de retard, et puis les tribunaux qui étaient un peu engorgés. Ça fait que beaucoup de dossiers n'ont pas pu être traités à temps. Il y a eu les reports, mais ça n'a pas permis d'avoir autant de personnes qui le souhaitent. Donc l'objectif n'est pas vraiment atteint. Non. On se contente de ce qui a été fait. C'est pas mal déjà ce qui est là. C'est mieux qu'auparavant. C'est quoi votre point de vue, M. Conan, sur le dépôt des candidatures de la CEI, notamment avec cette nouvelle donne qu'est le parrainage? Bon, c'est un peu ce qui se fait ailleurs. Hein. On s'inscrit dans cette dynamique-là. Est-ce que vous pensez que nous avons les moyens, nous, de contrôler, de mettre en œuvre déjà une telle politique, de la suivre? Si on a décidé, je pense que c'est qu'on en a les moyens. Sinon, on ne l'aurait pas fait. Mais il est bon quand même que... Vous savez, moi, j'ai été un peu déçu lors des dernières élections, lorsque j'ai vu ce nombre de candidats qui, je ne vais pas les insulter, mais qui étaient un peu farfelus à mon avis. Et je pense que l'élection est quelque chose de trop sérieux, l'élection présidentielle en tout cas, quelque chose de trop sérieux pour que n'importe qui se lève pour venir s'amuser là, histoire de se faire voir. Donc je pense que le système du parrainage n'est pas mal. Parce qu'il faut filtrer un peu quand même. C'est quand même l'élection de la plus haute personnalité de l'État. Donc il ne faut pas que n'importe qui, parce qu'il a envie d'avoir sur sa carte de visite ancien candidat, vienne s'amuser. À l'élection présidentielle. Voilà. On va poursuivre, hein. on va continuer d'éclainer donc les différentes réactions qu'on annonçait en début d'émission. Nous allons à présent suivre la réaction du docteur Albert Mabry-Troikeus. Il est président de l'UDPCI. Je suis triste comme tous les Ivoiriens, surtout comme tous ceux qui ont été à un moment donné proches d'Amadou Gon, qui était un frère et un ami que je connais. Nous avons eu des moments de grande confidence, de complicité. Nous avions travaillé ensemble. Ces dernières années, j'ai travaillé à ses côtés. Je voudrais saisir l'occasion pour présenter mes condoléances à sa famille, à sa famille biologique, à la famille politique, au président de la République et à son épouse, qui perdent ainsi un collaborateur de valeur. Nous étions des amis dans l'opposition politique, nous étions des frères parce que lui et moi sommes attachés l'un comme l'autre à notre culture, moi à la culture Dan, lui à la culture Sénoufo. Et nous avions donc une alliance et cela nous rapprochait davantage, si bien que c'était des sentiments de fraternité que nous avions en partage. En 2016, on a eu des incompréhensions, je suis sorti du gouvernement et puis nous nous sommes retrouvés, je crois au mois de janvier, je ne sais plus, 2018, à l'occasion en tout cas de la rentrée parlementaire. Et puis donc, il m'aperçoit au Parlement, il appelle le président actuel de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, il lui dit « Ah mais voici Mabry, vraiment, il mérite qu'on le chicote. » Alors, donc j'attrape sa main et je dis « Mais Amadou, c'est passé, je suis un Yacouba digne, que ce que tu m'as fait là ne m'a pas fait pleurer, couler des larmes, parce que si j'avais coulé des larmes, tous les Sénoufos étaient maudits et tout. » Et donc on rigole. Et puis je dis, bon, donc tu ne vas pas me chicoter en plus de ce que tu m'as fait et tout. Nous avons rigolé en fait. La réaction de M. Albert Mabry-Troikeus, ça vous a fait sourire? Oui, la petite blague qu'il a racontée, ouais. Ça montre ce qu'il a dit tout à l'heure. Là, M. Amadou Gon était quelqu'un de très simple, en privé, il était très taquin, très jovial.
On va s'intéresser un tout petit peu à Fraternité Matin. Venance Konan, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Fraternité Matin se porte bien? Ou je change la question. Comment se porte Fraternité Matin? Fraternité Matin se porte comme tous les journaux, c'est-à-dire difficilement. Malheureusement, il y a d'abord la crise mondiale de la presse papier, et puis il y a la crise de cette pandémie-là qui a fait que, du fait que les gens étaient confinés, ben, quand vous êtes confiné que vous ne voulez pas sortir, ce n'est pas pour acheter un journal que vous allez sortir. Donc nous tous les journaux, on a vu nos chiffres baisser. On est en train de se battre pour remonter maintenant que la situation semble se normaliser. Mais pendant les premiers temps du Covid, personne n'avait envie de sortir. On a senti durement. Nous-mêmes, on a dû mettre une partie de notre personnel en télétravail, en confinement, même si je peux dire. Et donc, ça a joué. Est-ce qu'avant ça, déjà, on n'a pas remarqué, j'ai envie de dire, un regain d'intérêt des Ivoiriens par rapport au journal papier, sortir, acheter un journal aujourd'hui, alors qu'on peut avoir toutes les informations de façon numérique sur les réseaux sociaux? Oui, mais c'est ça la crise mondiale du papier là, que j'ai dit, là, ouais. Qui touche tous les journaux dans le monde. Hein, parce que justement, tout le monde sur son téléphone, même les enfants. Même les enfants, toutes les informations sur le téléphone le matin. Donc le besoin d'acheter, ce n'est plus dans leurs habitudes. C'est nous autres qui aimons bien ouvrir le grand papier là devant nous. Mais eux, ça suffit. Hein. Les petites brèves là, ça leur suffit. Monsieur Venance Konan, moi j'ai pas envie de poser une question au directeur de presse que vous êtes, de cet organe étatique. J'ai plus envie de profiter de la plume que nous avons sur ce studio pour parler à l'écrivain et à l'analyste politique, pour vous demander quel regard portez-vous aujourd'hui sur tout ce qu'a traversé notre pays. Nous allons aux élections dans quelques mois. Est-ce que vous pensez que nous sommes prêts? Et est-ce que vous pensez que les Ivoiriens sont réconciliés? Vous savez, la réconciliation, d'abord, est-ce qu'on est prêt? Moi, je me tiens à ce que la commission électorale dit. Si elle dit qu'on est prêt, bon, je crois. C'est elle qui organise. Hein. Donc, je n'ai pas de raison de douter lorsqu'elle dit qu'on est prêt. Maintenant, est-ce qu'on est réconcilié? C'est une vaste question. Être réconcilié, c'est quoi exactement? Qui doit embrasser qui? Est-ce que quelque part, on est en train de se battre dans ce pays? Est-ce qu'il y a un peuple ou bien un groupe qui se bat contre l'autre? Je crois qu'on est dans la même situation que depuis toujours. Mais il y aura toujours des gens, des partis politiques qui seront opposés à d'autres partis politiques, qui sont des adversaires. Tant qu'on ne se tape pas dessus, tant qu'on n'est pas en train de se battre ou bien de couper à la machette, c'est le jeu normal de la politique. Et justement, à propos de se taper dessus, de se battre à la machette, souvent, certains analystes ont fustigé un peu le rôle de la presse dans le fait d'exacerber ces tensions-là entre les uns et les autres. Oui, il y a certaines presses qui exacerbent ça. Mais sur les tensions entre les partis politiques, ça existera toujours. Ça existera toujours entre opposants et gens du pouvoir. L'opposition veut accéder au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir n'ont pas envie de le perdre. C'est le jeu normal de la démocratie. Donc que les gens n'aiment pas d'autres, ça c'est l'histoire de l'humanité. Vous pensez que le mot réconciliation est devenu un atout politique? Je pense qu'on l'utilise parfois abusivement. Une escroquerie, ça vous parle? L'escroquerie de la réconciliation? J'ai employé ce mot-là une fois. Effectivement, c'est un abus. On est en train de jouer sur ce mot-là, comme si les Ivoiriens étaient à couteau tiré, comme si chaque matin, quand on se lève, on a envie de couper son voisin à la machette, ce qui n'est pas vrai. Lorsque vous sillonnez le pays, il y a beaucoup d'endroits où plusieurs communautés vivent ensemble, mais qui vivent en bonne entente. Ce sont les hommes politiques qui mettent de l'huile sur le feu, qui veulent absolument que ces communautés-là s'affrontent. Mais elles vivent tranquillement ensemble. On a mes consciences, monsieur Venance Konan. Est-ce que vous pensez que votre plume n'a jamais jeté de l'huile sur le feu? J'espère que non. Bon, il m'est arrivé d'écrire des choses que j'ai regrettées. Ça, je l'ai reconnu, je l'ai dit. Je n'ai pas à me battre la coupe non plus tous les jours. Hein. Oui, j'ai joué parfois des rôles que j'ai regrettés après, oui. C'est bien noté. On va suivre la dernière réaction pour cette émission-là, et c'est celle pour faire un peu la transition, hein, parce que je sens qu'il y a eu un grand moment d'émotion sur le plateau. C'est ça le député Kwadio Konan-Bertin, dit KKB, qui s'est aussi exprimé au micro de Live TV. Je voudrais d'abord dire que c'est avec une tristesse profonde que j'ai appris, comme tout le monde, le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais commencer par présenter mes condoléances les plus attristées à sa famille biologique, à ses amis, à ses proches et aussi à sa famille politique. C'est la Côte d'Ivoire entière qui est en deuil. C'est pourquoi je formule aussi des condoléances à l'endroit du peuple de Côte d'Ivoire. J'ai connu l'homme, bien sûr, avant qu'il n'accède au pouvoir. Et je garde de lui beaucoup de souvenirs, mais je vais
évoquer 2 ou 3. Le premier, c'était après le coup d'État de 99. Le président Bédié était en exil. Le président Ouattara aussi, je crois, était en exil. Et nous devions tous affronter la junte militaire. Il m'est apparu à l'époque de travailler à rassembler tous les Ivoiriens, surtout les enfants de la famille politique de Félix Houphouët-Boigny. À partir d'un principe simple. J'estime que si le président Bédié a eu la vie sauve dans ce coup d'État, c'était un message du Seigneur. Et comme je suis convaincu que c'est le Seigneur Dieu qui établit tous les pouvoirs, eh bien, je voulais que le président Bédié démontre à son Seigneur qu'il est sorti de cette épreuve sans rancune, en tendant la main à nouveau et rassembler les enfants de la famille du président Félix Houphouët-Boigny. C'est comme ça que j'ai approché Amadou Gon. Nous nous voyons chez sa petite sœur, l'actuelle femme de Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale. Et c'est dans sa chambre qu'Amadou Gon et moi, nous passions souvent des nuits blanches à travailler dans le sens du rapprochement entre le président Ouattara et le président Bédié. Quand nous finissions, moi j'allais rendre compte au président Bédié au téléphone, lui allait rendre compte au président Alassane au téléphone. Modestement, nous avons fait cela et c'est en ce moment-là que j'ai appris à le connaître. Ensuite, je me souviens, lors de mon mariage, il y avait un conseil de ministres. Et le conseil de ministres traînait à longueur. Et il m'a téléphoné pour me dire de traîner moi aussi, afin qu'il soit là, à cet événement. On a essayé de traîner, mais comme eux, ils ne finissaient pas tôt, eh bien, au moment où nous apprêtions à quitter les lieux, je vois encore l'image, il était ministre à l'époque de l'Agriculture, qui courait et qui m'appelait à haute voix. Attendez-moi, je veux figurer dans cette photo de mariage. Pour vous dire que si ce n'est la politique, je peux dire que nous avions des bons rapports. J'ai connu l'homme. Réaction de Kakabe. Commentaire sur le plateau. Ça revient à ce que M. Venance Koulan nous disait. Pour une fois, je crois que l'unanimité est de mise en Côte d'Ivoire autour de cette personne-là. Ouais. Alors, M. Koulan, j'avais une toute petite question. Parce que je sais que moi, j'ai toujours des petites questions, Brice, vers la fin. Tout à l'heure, vous avez parlé justement de cette crise qui frappe les journaux papier, les médias papier. Alors, est-ce que vous n'avez pas pensé peut-être à miser plus sur la digitalisation de votre média? Et surtout, même, aujourd'hui, il y a moyen de faire payer un abonnement aux lecteurs. Ben, nous y sommes justement. On avait anticipé les choses justement. On a investi beaucoup d'argent justement pour cette digitalisation-là. Et nous sommes en cours. Il y a des annonces qui passent à la télévision, qui passent dans nos journaux. On a un journal en ligne, et puis on a le Fraternité Matin, tel que vous le voyez là, sur le papier. Là. Vous pouvez vous abonner et puis le recevoir tous les jours à minuit, tel que c'est. Est-ce que vous avez vu une différence justement pendant cette crise La crise nous a frappés. Et on s'est dit on aurait dû aller plus vite. Si on avait fait, on aurait profité. Mais malheureusement, la crise, ça nous a chuté tous. Mais bon, quelque part, ça nous a permis de relancer notre journal digital. Exactement. Bon, ça va, les abonnements continuent. Ce n'est pas encore tout à fait comme on le souhaite, mais bon, on est sur la lancée. Quoi. Donc on va rester cette note d'espoir-là pour souhaiter donc bonne chance à votre journal, la Fraternité Matin. Et puis on aura certainement, avec votre permission et selon votre disponibilité, l'occasion de vous retrouver sur ce plateau, sur un autre de Live TV, pour aborder d'autres questions avec vous. En tout cas, c'est ici qu'on va s'arrêter pour notre numéro du Live Talk de ce jeudi et pour cette semaine. Déjà, oui, déjà. On vous retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de plaisir. Le Live Weekend, c'est demain. C'est demain, avec Connie et toute sa team. Prenez soin de vous et des autres et que Dieu vous garde.